Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle et Sandrine. Sandrine est la secrétaire générale du Séro France et Isabelle est la psychologue clinicienne. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc, l'association Le Séro France est une association loi 1901 fondée en 2014 par Myriam Belmire et Nicolas Dumont. Elle a pour mission d'accueillir, d'écouter et de soutenir et même informer les personnes ayant vécu des expériences de contact ou d'enlèvement avec des entités extraterrestres que l'on nomme également les abductions. En 2021, le Séro France a publié un livre, Rencontres extraterrestres, des expérienceurs français parlent. Je ne sais pas si une d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose à cette présentation. Bah, le livre en tant que tel, ça a été une sacrée expérience aussi, parce que ce livre, il est essentiellement fait par les personnes qui sont expérienceurs, dont Sandrine, euh, et vraiment, on a eu non seulement beaucoup de plaisir, mais beaucoup de difficultés, parce que c'est pas facile de présenter des expériences, parce que de telle sorte parce que les gens prennent la plupart du temps ces personnes pour des dérangés, il faut dire ce qui est, pour des gens Oui. qui hallucinent ou qui donc par l'écriture, en fait, on s'aperçoit que les personnes sont des personnes ordinaires, normales, à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Merci pour cette précision. Donc, euh, avant de finalement peut-être d'avoir le témoignage de Sandrine, Isabelle, peut-être que vous pouvez nous donner une définition de ces expériences de rencontres et d'abduction pour les professionnels de santé qui écouteraient le podcast, parce que j'avoue que à chaque fois que j'en parle, peu de personnes connaissent et voire sont sceptiques par rapport à ces sujets-là. Bah, oui, on est habitué à ce que les gens soient sceptiques et bon, c'est normal, hein, je dirais. Il y a pas à vouloir convaincre absolument les gens. Par contre, les gens qui vivent ces expériences, c'est très douloureux pour eux de ne pas pouvoir être entendus, d'être reconnus, ou même que les gens soient neutres dans leur perception. La plupart du temps, les gens disent rencontrer des êtres. Alors, soit ça peut être le soir, ça peut être la nuit, mais ça peut être aussi dans la journée. Hein, Mhm. c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du rêve, puisque des rencontres comme ça extraordinaires peuvent se passer quand une personne conduit une voiture, quand une personne rentre dans un lieu ou est dans une forêt, par exemple. Ça peut être des moments où les gens sont vraiment éveillés, puisque Mhm. la plupart du temps, les gens, même quand ils dorment, se disent réveillés par quelque chose. Donc il ne s'agit pas Mhm. d'un rêve, il ne s'agit pas non plus d'une paralysie du sommeil qui est différente. C'est pas la même chose qu'une paralysie du sommeil, c'est pas la même chose qu'une hallucination. Il reste aussi parfois, pas toujours, mais des traces sur le corps. Il peut y avoir, par exemple, aussi des vêtements qui ne sont plus les mêmes au réveil, par exemple. Il peut y avoir des tas d'indices qui font que on sent qu'il s'est passé quelque chose de réel et que c'est pas dans l'imagination, c'est pas dans l'imaginaire ni la psyché. C'est ça qui fait la particularité des abductions, justement. Mhm. Et combien de personnes avez-vous accueillies au sein de l'association depuis, bah, ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, donc Bah, on a compté, enfin à peu près, hein. Alors des gens qui sont passés par le Céro, il y en a à peu près 600, mais toutes les personnes ne sont pas forcément adhérentes. Quelquefois, elles veulent contacter le Céro pour raconter leur histoire, pour dire ce qui s'est passé pour eux, et n'éprouvent pas forcément le besoin de partager avec d'autres dans l'association. Mais beaucoup de gens disent, bah, on a attendu, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans même quelquefois, avant d'en parler, et sont tellement contents de rentrer dans l'assaut et de voir que d'autres personnes ont vécu les mêmes choses ou
pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas sont capables de les comprendre, de les écouter et de discuter avec eux sur le même niveau. Alors ça, Mm. c'est vraiment bon. Merci à Myriam d'avoir créé cette association parce Mm. que vraiment c'est un espace d'écoute et de rencontre aussi qui est unique, je pense, non seulement en France, mais en Europe en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'associations comme la nôtre. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, pour avoir une ordre d'idée, un ordre d'idée, combien de personnes à peu près souffraient de pathologies psy et comment faites-vous finalement aussi? Est-ce que vous accompagnez aussi les gens qui ont des pathologies Ah, associées ou pas? c'est compliqué parce que on n'est pas un institut de santé, hein, bien sûr. Euh, alors, il y a des gens qui ont, je dirais, des pathologies plutôt liées, par exemple, à ce qu'on appelle du traumatisme, parce qu'en fait, il s'agit Oui. d'un trauma. Hein, il Mm. s'agit d'un trauma psychique. Donc, il peut y avoir des pathologies, par exemple, d'addiction qui peuvent être Mm. liées parce que l'addiction, on le sait, sert à calmer les angoisses, sert à calmer ou la dépression ou les angoisses. Donc, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes de personnalité, par exemple des gens très susceptibles, sensibles, ou qui deviennent facilement colériques, ou bien qui ont euh, des moments dépressifs assez forts. Mais Mm. encore une fois, on peut penser que c'est plutôt lié au trauma. Par Oui. contre, si l'on décèle, c'est pour ça qu'il y a des psychologues cliniciens, si l'on décèle qu'il y a des personnes qui ont vraiment des personnalités de type psychotique ou de gros problèmes psychiques ou de gros problèmes même psychologiques, sans penser à des problèmes psychiques, mais psychologiques, par exemple au niveau relationnel, etc. On leur dit qu'il vaut mieux d'abord, alors soit les problèmes psychiatriques, on les renvoie vers les instances psychiatriques, dédiées. Et puis ceux qui ont de gros problèmes, soit relationnels, soit psychologiques, on leur propose d'essayer de travailler sur ces sujets-là avant de pouvoir aborder l'abduction, parce que c'est très difficile de pouvoir se mettre face à ça, face à cette réalité, si on est déjà perturbé par beaucoup d'autres choses. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a deux, mais Sandrine va vous en parler parce qu'elle est au début du processus, mais qu'on a Mm. deux entretiens quand les personnes viennent nous voir. Mm. Oui. Ben, c'est parfait, oui, Sandrine. Alors, bah, peut-être Oui, que du voilà, coup, vous pouvez. par rapport à l'entretien initial, oui, effectivement, donc je suis une des 4 personnes qui réalisent les entretiens en premier lieu. Euh, donc, pour la plupart des personnes, c'est la première fois qu'ils en parlent à quelqu'un d'autre, d'étranger évidemment, mais même quelquefois à quelqu'un tout court. Mm. Euh, Ils disent également que ça fait très longtemps, ça peut faire même effectivement 30, 40 ans qu'ils ont vécu des phénomènes. Et c'est que, entre guillemets, maintenant qu'ils ont envie d'élucider. Il y a une grande part de mystère, donc évidemment, ils ont des interrogations. Et le fait donc de nous entendre sur les réseaux sociaux, le film Les Ailleurs de Sébastien Dujdan, du coup, a beaucoup aidé dans ce sens, parce que, en fait, c'est ce qui les a motivés à nous contacter en premier lieu. Donc, ils ont besoin d'être rassurés qu'ils ne sont pas fous. Ben oui. Voilà, déjà, c'est la base. Ils ont besoin de parler à quelqu'un, donc même quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et puis ensuite, comme disait Isabelle tout à l'heure, selon leurs besoins, est-ce que c'est un témoignage? Est-ce qu'ils veulent adhérer tout de suite ou plus tard? Mais en tout cas, on reste en contact. Voilà. Mm. Mais Mm. merci Oui. pour ces précisions. Et est-ce que vous avez envie, vous, peut-être de nous partager un petit peu dans les grandes lignes votre expérience Au moins, oui. Au moins, pourquoi je suis arrivée au CERO, donc il y a 10 ans, en fait, je suis arrivée au tout début, où il n'existait strictement rien. Alors, globalement, je ne je connaissais rien des abductions. Et pour moi, j'étais pas une abductée. J'ai vu des ovnis. Et après, j'avais des rêves, des cauchemars, des souvenirs. Mais j'ai vécu dans le déni, hein, pendant 40 ans, en fait, en gros, hein. Ouais.
Et en fait, c'est une question de mon gynécologue obstétricien qui m'a obligée à choisir entre continuer à vivre dans le déni ou essayer d'affronter au moins une part de ma réalité. Donc j'avais une endométriose au stade terminal. Et puis donc il m'a dit que voilà, à mon âge, de toute façon, j'aurais pas d'autres enfants. J'en avais déjà un. Euh, donc il me pose une question. Il me demande combien de grossesses j'ai eu. Et donc là, moi, je lui dis, bah, une seule, docteur. Il me dit, non, non, je vous demande pas le nombre d'enfants que vous avez aujourd'hui. Je vous demande le nombre d'enfants que vous avez portés. Et là, dans ma tête, j'ai bloqué. J'ai bloqué parce que tout d'un coup, il y a plein de choses qui sont complètement bousculées. Je sais pas, c'est indescriptible, en fait. Je- voilà, je pouvais pas répondre. J'étais complètement bloquée et je pense qu'il l'a vu. Il a bien dû voir que se passait quelque chose en moi, que ma réaction peut-être a même paru disproportionnée par rapport à la question. Et donc, il a essayé de m'encourager à parler. Vous savez, moi, des utérus, j'en ai vu, machin, ça fait je sais pas combien d'années que vous pouvez tout me dire, machin, truc, etc. Mais je pouvais pas. Je me voyais pas lui dire, bah, vous savez, dans mes cauchemars, je vois ça, dans mes cauchemars, depuis que je suis enfant, je vis ceci, cela. Je me voyais pas le dire, en fait. J'ai pas réussi, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Il me dit, bon, de toute façon, c'est quand même incroyable que vous ayez un utérus. Vous avez l'utérus d'une femme qui aurait eu des grossesses multiples à répétition ou des avortements clandestins. Et, euh, et bon, bah, j'ai pas réagi, hein, j'ai rien dit. J'ai regardé, je me suis dit, OK. Et puis ensuite, donc, il m'a opérée. Et puis, bah, quand je me suis réveillée, c'est en 2010. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je sais pas, j'ai dû me mettre en route. Tout à l'heure, on parlait de l'univers. Je pense que j'ai commencé à me mettre en route par rapport à ça, à écrire, parce que moi, j'écris. Et du coup, ça m'a aidé énormément. J'ai commencé à écrire aussi ce que je vivais, donc ce que j'appelais des rêves ou des cauchemars. Et puis en 2014, dans un repas ufologique à Paris, j'ai rencontré un ufologue, donc je me souviens plus comment il s'appelle, mais qui connaissait Myriam et qui m'a dit, ben, peut-être Myriam pourrait m'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure. Et du coup, de fil en aiguille, le fait de parler avec d'autres personnes, d'accepter cette réalité, puisque j'étais dans le déni, hein, clairement et simplement, euh, j'ai des souvenirs qui sont remontés. J'ai revécu des scènes. euh, et puis, j'ai eu des nouveaux contacts. Avec moi, ce sont des petits gris, hein, majoritairement. Donc, je me souviens de leur arrivée. Je me souviens de leur retour, mais de rien entre les deux. Donc, j'ai fait une régression avec Nicolas. Je pense que c'est au début. Ça devait être tout de suite dès 2015. Ensuite avec Isabelle, mais ça n'a absolument rien donné. Mais j'étais pas déçue parce que, comme de toute façon, dans mes rêves, énormément de choses remontaient. Euh, ça me suffisait. Ça me donnait suffisamment de matière pour travailler dessus, pour écrire. Et j'écris d'ailleurs un ouvrage, un témoignage pour m'aider à assembler toutes ces pièces de puzzle. Parce que parallèlement à ces rencontres, j'ai eu également des rencontres, des expériences psychospirituelles très Et fortes ouais. qui sont progressivement décuplées. Donc j'avais besoin de poser tout ça et de regarder ce que ça pouvait donner. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très très bien. Ok, Oui, oui. Bah, je vous ok. remercie de nous partager ça. Et je vous en poserai d'autres par rapport à... Oui, oui, Parce que voilà, volontiers. Oui, par rapport à l'entraide et ce que finalement, voilà, ce que ces groupes de parole vous ont permis voilà, d'acquérir. Et c'est vrai que quand j'ai découvert, moi,
ces phénomènes d'abduction, j'étais très surpris finalement de voir qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec les expériences de mort imminente, en tout cas ce que vous décrivez aussi par rapport aux expériences psychospirituelles qui peuvent se développer à la suite de ces expériences-là, on retrouve aussi ça, et c'était vraiment une découverte monumentale. Oui. Nicolas Dumont, donc ce psychologue transpersonnel à l'origine de l'association, qui a écrit d'ailleurs ce livre sur la clinique des abductions, qui est un livre vraiment très intéressant, décrit que 66% des personnes interrogées au séro présentent une hypersensibilité émotionnelle et 57% un stress post-traumatique, ce qui est énorme et en même temps très compréhensible dans une société qui ne reconnaît pas du tout ces phénomènes-là. Je sais aussi que John Mack, ce psychiatre américain qui est aussi spécialiste des abductions, parle de choc ontologique. Donc je ne sais pas peut-être qui va répondre à cette question, mais ce choc, en fait, cette difficulté d'intégrer finalement ces rencontres avec des espèces plus évoluées, le fait de communiquer différemment, de scanner le corps, bon, visiblement il y a un avant et un après l'expérience. Est-ce que, peut-être, je ne sais pas, on va peut-être plus donner la parole à la psychologue, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces crises existentielles, en fait, que vivent les abductés ? Oui, alors, bien souvent, il y a effectivement... une situation qui choque la personne, mais quand on fait les entretiens, on s'aperçoit au fur et à mesure que les personnes pensent qu'elles ont été abductées dès l'enfance, en fait. Ça arrive très souvent. Et dès l'enfance, par exemple, les personnes disent moi, j'avais quelqu'un qui venait la nuit, je faisais des cauchemars, il y avait des lumières, j'appelais mes parents, enfin, voilà. Et c'est très, très souvent. C'est-à-dire que, des cauchemars, tous les enfants en font, etc. Mais c'est extrêmement régulier avec des caractéristiques particulières. Donc on s'aperçoit que bien souvent les personnes qui sont abductées, étant déjà adolescents ou adultes, il y a quelque chose qui se passe dès l'enfance. Ça, on le remarque souvent. Donc il y a donc une certaine, une sensibilité, j'allais dire une fragilité. Je ne sais pas si c'est une fragilité, une sensibilité. Bien souvent, on retrouve des enfants qui sont non pas solitaires forcément, mais qui se sentent un petit peu différents. Se sentent différents parce que leurs expériences sont différentes, qu'ils ne peuvent pas en parler la plupart du temps. Il arrive que quelquefois les parents entendent, mais pas très souvent. Les parents mettent ça sur le dos sur le compte de quelque chose d'autre en disant t'as fait des cauchemars, etc. Ou bien ne t'inquiète pas. Enfin, très souvent c'est présenté comme ça dans les relations, dans les récits des personnes. Donc dès l'enfance, avec en même temps, mais ça il faut l'interroger et les personnes le disent, avec souvent des paranormalités, soit des prémonitions, soit des contacts télépathiques, soit de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. Donc on voit que tout ça est en général est concomitant en quelque sorte. Et puis, quand il y a cette rencontre avec ces êtres, dont parle Sandrine, des petits gris ou d'autres, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une terreur, parce que c'est vraiment... alors, non seulement ces personnes sont... Enfin, les personnages sont décrits, mettons, dans des films, dans des choses comme ça, mais quand même, quand il y a cette réalité qui intervient, c'est-à-dire que c'est un effet de réalité, c'est-à-dire un effet de quelque chose qui est là devant soi, et ça fait très très peur. C'est vrai que ça fait très peur la plupart du temps. C'est rare que les personnes aient des expériences, au début en tout cas, des expériences qui leur semblent bénéfiques ou qui leur semblent pleines de joie.
C'est arrivé quelquefois que des gens nous disent: «J'ai eu des contacts avec des anges», par exemple, ou avec des êtres de lumière, c'est arrivé. Mais la plupart du temps, les contacts, enfin, cette réalité-là fait peur. Parce que, eh ben, les personnes sont victimes, elles ne peuvent rien faire. C'est comme s'il y avait, des gens qui s'introduisent chez vous, c'est un peu la même chose, Mm. c'est-à-dire que, bah, on ne peut rien faire. Alors souvent les personnes sont paralysées, il y a que les yeux qui voient, qui regardent, qui peuvent apprécier la scène, mais les muscles sont paralysés et donc ça, c'est quelque chose qui est très terrorisant. Après, Mm. on pourrait dire qu'il y a tout un cheminement qui se fait. Un cheminement parce qu'il y a, soit des contacts télépathiques, soit, des une compréhension des choses et les personnes, changent leur façon de penser le monde, changent leur façon de penser l'univers et Mm. et changent aussi la façon dont ils ont de regarder bah, les actualités ou la banalité de la vie quotidienne, hein. Ça, c'est vraiment très difficile aussi, de ne pas Mm. pouvoir partager des réflexions philosophiques ou des réflexions sur le monde ou l'univers et de rester avec des gens qui ne s'intéressent qu'à la vie quotidienne. Ça, c'est aussi une des difficultés des personnes. Non seulement ce Mm. contact avec des êtres étranges dont on ne sait rien, et puis en Ouais. même temps de se retrouver dans un monde où on ne peut rien partager. Donc c'est un peu la double peine en quelque sorte. C'est clair, d'où l'importance d'avoir un endroit où on peut poser la parole, un endroit Oui, sécuritaire, hein, exactement. voilà, parce que sans qu'on soit tout de suite étiqueté de Oui, fou, voilà, de choses qui n'existent pas, et ouais, absolument. c'est Et je dirais c'est intéressant, enfin c'est important aussi que socialement on soit constitué en association de loi de 1901 parce que bah, d'abord on fait pas de bénéfices du tout, c'est pas payant. Bon, il y a une adhésion bien entendu, mais c'est pas payant. Enfin, je veux dire, on n'en fait pas un business. Ça c'est très ouais, important. oui. Et puis aussi, alors beaucoup de gens disent mais pourquoi il y a des psychologues, etc. Moi, je trouve que c'est très important aussi que ce soit des psychologues cliniciens qui aient des diplômes parce Oui. que ça donne un certain, enfin, ça montre que des gens qui sont diplômés, etc., qui sont dans les normes sociales, c'est tout bête, hein, mais parce qu'il peut y avoir des gens tout à fait non diplômés qui peuvent être aussi à l'écoute, etc. Mais socialement, il y a une sorte de reconnaissance de ce phénomène par le fait qu'il y ait des psychologues cliniciens. C'est curieux, mais il faut en tenir compte aussi. Et puis, bon, ça montre aussi que, ben, parce que vous savez, dans le domaine et dans les domaines ésotériques en général, il y a quand même à boire et à manger, je dirais, là-dedans. Il y a des gens qui profitent un peu de la misère humaine ou de l'ignorance. Et là, nous sommes reconnus comme une association très cadrée, si vous voulez. C'est important, ça. Oui. Oui, et puis je pense effectivement aussi que c'est vraiment très important dans le sens où ces phénomènes, ils peuvent arriver, qu'il y ait pathologie ou pas. Bien Euh, sûr, et, et, bien et, sûr. quand on voit le traumatisme que ça peut créer, voilà, et c'est vrai que vous avez fait, enfin moi je trouve, pour le domaine, vous avez fait un travail formidable quand ce livre, voilà, de Nicolas Dumont, où les bases sont posées avec les diagnostics différentiels, avec, je trouve, voilà, il est, en fait, en tout cas pour les professionnels, c'est vraiment important d'avoir ce cadre-là et puis de pouvoir réorienter s'il y a besoin. Oui. Oui, et c'est vraiment pour ça que je suis rentrée au CERO en fait. Parce que Hum, je savais que j'allais avoir en face de moi des professionnels. Et Oui, moi, j'avais besoin de savoir si j'étais folle ou pas aussi. hum, Et le fait d'avoir quelqu'un qui vous ben oui. dit bah non, t'es pas folle, en fait, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, bah, c'est super important. Parce que moi, un psychiatre, j'en ai vu un quand j'étais gamine. Justement, je voulais rebondir aussi sur la hum, notion d'enfance dont parlait Isabelle. Mes parents sont inquiétés pour moi, puisque j'avais un ami imaginaire. Et bien sûr, moi, maintenant, je m'en souviens plus, hein, mais je pense que ils sont tellement inquiétés pour moi qu'ils m'ont emmené voir un psychiatre. Qui a dit que bah non, j'étais normale, mais simplement, bah, peut-être que je me sentais seule et qu'il fallait me faire une petite sœur. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Pas pour moi, mais Mm, voilà. De mm, toute façon, il y avait une petite sœur qui était prévue.
Donc ça les a rassurés, mes parents. Bon, moi, je m'en souviens pas, hein, parce que maintenant j'en parle, j'en ai parlé à mes parents. Donc du coup, ils m'ont dit, ah bah oui, justement, quand tu étais petite, etc. Mais les phénomènes n'ont jamais cessé pour autant. Et pour rebondir effectivement sur la notion de terreur, à ça s'ajoute le fait, enfin en tout cas personnellement, et souvent dans les entretiens avec les personnes que j'ai au téléphone là, depuis un an que je suis secrétaire, cette impression en fait que on les connaît depuis toujours, qu'on est liés. Parce qu'on leur pose des questions, on leur demande mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Enfin, le pourquoi est très important et bon après chacun d'entre nous a des réponses ou des pistes de réponses ou de réflexions différentes, mais vraiment ce sentiment que qu'on se connaît en fait et qu'on est liés. Et ça c'est très dérangeant. C'est très dérangeant parce que je m'en souviens pas. Et il y a comme une sorte de culpabilité, en fait, quelque part, qui naît. Ah bon, on se connaît, c'est presque comme s'il y avait eu un contrat quelque part, et on se connaît, et j'ai dit oui. Mais moi, je me souviens pas avoir dit oui à quoi que ce soit. Et après, on commence à se remettre en question. Et ça déroule tout un tas de choses. Il n'y a pas que la terreur, en fait, vous voyez? Il y a beaucoup d'autres choses, tout un Ouais. panel d'émotions qui sont hyper importants et hyper compliqués à gérer tout seul, en fait. D'où Ben, c'est l'importance clair. du psychologue. Voilà. C'est clair, et l'importance de la validation en fait, hein, de l'expérience. Ouais. Alors ça résonne énormément avec ce que j'ai vécu, pas pour des Ouais. phénomènes d'adoption, mais c'est vrai que voilà, quand on attend des années Mm. euh, Ouais. en étant isolé Mm. avec des expériences qui sont incompréhensibles pour notre mental Mm. et qu'on Mm. ose enfin faire le pas d'en parler, ça demande déjà Ouais. énormément d'efforts. Mais en Ouais. plus, quand on a des professionnels Mm. voilà, qui valident que Mm. c'est pas une pathologie, mais c'est Mm. énorme dans le parcours. C'est pas une pathologie et c'est aussi, c'est pas juste une paralysie du soleil ou du sommeil, lapsus Ouais. intéressant, ou un rêve. Mm. Ouais. Ouais. Que ça a du sens en vrai. Il y a quelque chose à creuser. Sandrine, quand Oui. vous avez, cette expérience elle a été validée, qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a déclenché quelque chose par la suite, le fait que ça soit validé, ou est-ce que d'autres phénomènes sont apparus? Est-ce que vous avez un souvenir de ça ou pas? Oui. Ben, plein de choses sont apparues, on va dire, presque simultanément. Bah déjà, le travail sur moi, puisque je crois que je souffre moins. Je l'ai accepté. Maintenant, voilà, mais les caractéristiques d'addiction, malheureusement, je l'ai tout le temps. Addiction à la cigarette, je ne sais pas si c'est lié. Euh, L'hypervigilance, je l'ai tout le temps. Je ne peux pas dormir dans le noir, etc. Mais je pense que le reste, Isabelle me dira, je pense que j'ai réussi à travailler sur moi et à l'intégrer. Et le fait que j'ai envie d'aider les autres, peut-être que c'est aussi une preuve euh, que j'ai réussi. Après, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui sont apparus, mais là, c'est peut-être plus en lien avec... il faut que je sois très prudente dans ce que je dis. Ce domaine très sensible qui intéresse les autorités et sur lesquels maintenant on doit travailler pour démêler un petit peu le vrai du faux, notamment avec tout ce qui se passe sur la divulgation dans le monde. Ah, là, Voilà. oui, c'est vrai que ça, là, ça on rentre encore dans un autre C'est ça. domaine, Ouais. effectivement. À Ouais, partir du tout à moment fait. où je me suis fait connaître quelque part, j'ai l'impression que l'univers aussi m'a renvoyé des choses que je dois apprendre à gérer qui sont... Donc j'y vais petit à petit. Je ne vais pas non Ouais. plus me prendre trop de choses d'un coup, parce que je l'ai déjà Oui, vécu. J'ai mais déjà oui. vécu un retour de bâton, entre guillemets, et je préfère être voilà, plus prudente. Mais Bah, sans pour c'est... autant Oh. arrêter, parce que l'idée, c'est pas Mm. d'arrêter de me faire intimider par de quelconques autorités, entre guillemets, suprêmes, mais voilà, c'est juste pouvoir gérer, moi, l'émotion du retour, quoi. Voilà. Bah oui.
Alors, c'est vrai, si je peux rajouter quelque Mais chose, oui. et à la suite de ce que dit Sandrine, c'est que les personnes qui viennent nous voir, bon, non seulement veulent être entendues, écoutées et reconnues, ça c'est une chose, mais ce qui est de très intéressant, c'est que on est tous à essayer on est tous des chercheurs. Alors, on Mm. est non seulement, on accueille les gens, mais on n'en sait pas plus qu'eux, finalement, Mhm. pas plus que les adhérents, on n'en sait pas plus. Donc, on travaille, on chemine tous ensemble. Et ce Mm. qu'il y a d'intéressant, c'est que les personnes pourraient passer d'un statut de victime, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que les gens ne sont pas forcément victimes comme ça, mais apprennent à se saisir eux-mêmes et à devenir acteurs C'est ça. de ce qu'ils cherchent. Ce que je veux dire par là, c'est que le terrain est tellement neuf qu'ils ne délèguent pas à d'autres l'idée que d'autres vont trouver. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a un cancer va déléguer au médecin le fait de trouver quelque chose pour guérir le cancer. Mm. Et là, on est tous ensemble, qu'on soit professionnel ou qu'on soit adhérent ou Mm. personnage lambda, je dirais, on est ni plus ni moins, puisqu'on est tous face à quelque chose que personne ne comprend véritablement. Donc C'est ça. on Mm. élabore, quelquefois on élabore des hypothèses et puis on les défait, et puis il y a Mm. d'autres choses qui viennent, qui nous font réfléchir à d'autres choses. Et je dirais que tout ça, c'est un lent cheminement qu'on fait tous ensemble. C'est pour ça peut-être aussi qu'on se sent dans l'association très, très soudé. Hein. Bien souvent, quand il y a des week-ends, les gens, là aussi, ont l'impression de se connaître. Mm. Et on est tous à la recherche de quelque chose, à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Et c'est comme alors je dirais presque une initiation au sens philosophique du terme, c'est-à-dire on est initié à quelque chose puisqu'on va vers de l'inconnu, qu'on essaye de comprendre et on essaye de se comprendre nous-mêmes aussi à travers ça. Bien sûr. Donc c'est une sorte de double recherche qui est passionnante et qui permet que les gens soient acteurs de leur vie. Je crois que c'est profondément ça aussi. C'est une Oui. façon de reprendre un petit peu possession de sa vie. Oui, c'est Ben vrai. oui. Ne pas être victime, en tout cas. Non, je suis pas une Oui, victime. C'est ça. ouais. C'est ça. C'est important. Oui, c'est une façon de reprendre le pouvoir quelque part sur ma propre vie, sur mes expériences. Et ça, c'est très important. C'est juste, hein, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, voilà, en discutant avec Nicolas Dumont il y a des années en arrière. Mais je trouvais, euh, la force du sérop, c'est justement de ne pas donner de dogme, mais de laisser la personne, l'expérienceur, créer sa propre trame narrative, si on va dire, voilà, si on veut utiliser des termes, mais voilà, qu'elle puisse faire en fonction de son vécu, sa propre expérience, et qu'elle la réintègre vraiment. Et ça, c'est vraiment chouette pour pas éviter justement de rentrer, parce que voilà, effectivement, dans le domaine de l'ufologie, on a Oui. aussi beaucoup de choses, voilà. C'est dogmatique. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur l'importance de l'entraide et des groupes de parole. Les groupes de parole, justement, j'étais en train d'y penser quand vous le formuliez. En fait, dans le groupe de parole, un des cadres de ces groupes de parole, c'est que chacun puisse prendre la parole, qu'une personne, évidemment, ne monopolise pas la parole et surtout que les personnes ne donnent pas comme des vérités leur propre croyance. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir évidemment chacun sa compréhension des choses, sa propre croyance, mais de ne pas l'asséner comme une vérité absolue. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient et on le dit à chaque fois dans les groupes de parole, que la parole doit circuler et surtout personne n'a une vérité ou la vérité. Parce qu'on a eu quand même des personnes qui venaient pour essayer de faire une sorte de prosélytisme en quelque sorte, puisqu'elles étaient persuadées de ce qu'elles pensaient, de ce qu'elles croyaient. Et ça, à chaque fois, on fait bien attention de dire aux personnes que bon, chacun a le droit d'avoir ses croyances, mais de ne pas les imposer aux autres. Ça c'est ce qui fait partie de voilà, de notre philosophie. Et puis, Et, je crois que aussi le groupe, alors, s'il y a un aspect
Alors, nous ne sommes pas un lieu de thérapie proprement dit, mais les groupes de parole ont une fonction thérapeutique. Comme je le disais à certains moments, il y a déjà un effet de ce qu'on appelle de nursing, c'est-à-dire d'être bien dans le groupe, c'est-à-dire que bien parce que les gens sont bienveillants, parce que les personnes écoutent véritablement, reprennent, s'intéressent, et il y a déjà cet effet de d'être dans quelque chose oui, de bienveillant, comme des parents peuvent entendre des enfants quand ils sont bienveillants, quand les parents sont bienveillants. Il y a déjà cet aspect presque physiologique ou psychophysiologique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Outre le sens qui est véhiculé, le sens qui est donné et le sens qui est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun a sa compréhension, ça va toucher chez chacun quelque chose de très particulier. Il faut dire que dans les groupes de parole, il y a souvent beaucoup d'émotions, des pleurs parfois. Et les gens peuvent se prendre dans les bras, les gens peuvent vraiment sont touchés les uns par les autres. Et il y a aussi des amitiés qui se font, les gens peuvent se rencontrer en dehors du séro, les gens se téléphonent. Enfin, c'est des vrais groupes, voilà, des groupes de gens qui se comprennent et qui peuvent ensuite, en dehors du séro, trouver des amitiés. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On n'est pas nous à essayer au contraire, on essaye de diffuser le plus possible que les gens puissent vivre leur vie même en dehors du séro. C'est très important aussi. Ça résonne vraiment avec de l'entraide en fait. Complètement. Et au niveau horizontal, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau et c'est la force de l'entraide pour moi. Même moi qui y suis depuis 10 ans, en fait, c'est le seul endroit où je peux vraiment être moi en fait et dire ce que je pense, ce que je crois ou ce qui résonne en moi plutôt que j'ai pas de croyance. Enfin, on en a tous, mais ce qui résonne en moi, c'est vraiment le seul endroit en fait où je peux vraiment raconter les choses et c'est tout quoi. En fait, du coup, je suis restée au séro quoi. C'est évident. Et puis l'autre chose, c'est que quand on entend quelqu'un d'autre raconter ses expériences, il y a des choses qui font écho et du coup on se dit, ah mais oui, ça aussi, alors peut-être que ça fait partie de l'abduction. Par exemple, de plus en plus, on se rend compte que le fait de rentrer en contact avec des défunts, à la base, moi, j'aurais jamais fait le lien. Vous voyez? Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, et c'est ce que je fais dans les entretiens, quand je pose des questions et les gens me disent pareil, comme moi, ce que je disais au début, ah bon, il y a un lien. Bah, en fait, on est en train de creuser la question. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que c'est un des phénomènes paranormaux, entre guillemets, qui est assez classique, en fait, qui se retrouve souvent, qui est transversal. Voilà. Et ça, c'est important, quoi, en fait. Souvent, on se dit, c'est des petits détails, on a fait ça, on a vu ça, on a entendu ça, soit dans un état modifié de conscience ou dans une expérience d'abduction, mais on le met de côté en se disant, non, non, ça n'a rien à voir avec. Mais si, en fait. Et petit à petit, on ne met plus rien de côté, en fait. Et chaque chose, peut-être, a du sens. Voilà. Et ça, c'est les groupes de parole, en fait, qui permettent ça. Parce que soi-même, on a tendance à le mettre de côté, à juger le mental, se dit mais non, mais non, mais non, mais non, en fait, si, c'est super important. Voilà. C'est vraiment la force du groupe. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans la bienveillance, dans le non-jugement, ça. Voilà. Est-ce que les personnes qui viennent vers vous, est-ce qu'elles vous parlent, est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui auraient pu éventuellement essayer de partager à des professionnels de santé et quels obstacles elles peuvent rencontrer? Oui, il y a des gens qui en parlent quelquefois à leurs professionnels de santé, des psychiatres. Je suis en train de penser à des personnes là, qui effectivement m'ont dit qu'ils en avaient parlé aux psychiatres. Et les réactions peuvent être assez diverses. Alors, il y a des gens complètement obtus qui disent que ça ne peut pas exister de toute façon. Et puis, il y a parmi les plus jeunes psychiatres, psychiatres ou psychologues, je dirais, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, parmi les plus jeunes psychiatres, eh bien, il y en a qui commencent à intégrer tout ce qui est
de l'ordre du paranormal en général, et justement les EMI, parce que les EMI, ça a été très documenté, ça a été vraiment travaillé. Donc, il y a des jeunes psychiatres qui commencent voilà, avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Et puis, il y a des gens qui disent, bon, moi, j'y crois pas, mais si vous y croyez, pourquoi pas, et qui ne sont pas d'emblée dans le jugement ou dans l'imposition d'un diagnostic de schizophrénie ou d'hallucination, etc. Donc, peut-être que les choses changent. Pour les psychologues, d'une manière générale, alors je ne vais pas dépendre de ma profession, mais ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts que les psychiatres. Bon, quand même. Mais ce qui est difficile pour eux, c'est de dire, surtout parmi les jeunes, c'est très difficile pour moi de me poser comme psychologue pouvant écouter ces choses-là parce que le regard des collègues ou le regard de la société fait que ça serait mal vu. Donc, nous, on a eu des jeunes psychologues qui venaient, mais qui voulaient pas l'étaler publiquement, qui voulaient pas donner leur nom, qui voulaient pas se faire interviewer ni quoi que ce soit, et qui quelquefois au bout d'un moment dit non, c'est trop difficile pour moi parce que je peux pas parler de ça à mes collègues ou à ma hiérarchie ou quand ils sont dans des institutions de santé par exemple. Donc moi, je suis à la retraite, donc ça me pose aucun problème. Et puis, j'étais avant à l'INRES, donc ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est paranormal. Et voilà, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de se positionner comme ça en tant que psychologue parce qu'on repousse les limites. On repousse les limites de non seulement des diagnostics, mais de la compréhension de la pensée humaine, quoi. C'est-à-dire que si on peut penser que tout ça existe vraiment, ça veut dire que la physique telle qu'on l'entend n'est pas la physique, le temps, l'espace ne sont pas pareils que ce qu'on nous enseigne. Donc, je trouve que c'est très intéressant, au contraire, pour un chercheur, de pouvoir repousser toutes ces notions-là sans se dire qu'on dépasse des tabous, c'est pas possible. En tant que psy ou en tant qu'anthropologue ou en tant qu'ethnologue ou en tant que n'importe quoi, je dirais, c'est notre travail de chercheur de penser de cette façon, quoi. Donc, pourquoi pas les abductions, pourquoi pas les EMI, pourquoi pas les fantômes, pourquoi pas. Enfin, moi, ça me paraît aberrant qu'on soit obligé de rester dans un cadre matériel. C'est complètement aberrant pour moi. Maintenant, chacun voit ça comme il veut, mais et surtout que les diagnostics ou psychiatriques ou même psychologiques, c'est éminemment fluctuant quand même. Hein. Faut aussi le reconnaître. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et alors, c'est bien pour ça que je fais ce podcast, en fait. Hein. C'est pour offrir cet espace-là, parce que je trouve que ça manque énormément. Et j'ai l'intime conviction que tant que ça ne sera pas enseigné dans les professions médicales, paramédicales, etc., oui. On aura du mal aussi à... Heureusement, finalement, qu'il y a les médias, parce que les expériences de mort imminente, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus par un médecin qui montrait que les médecins connaissent par les médias. Essentiellement, hein. Donc, alors que les professionnels de santé sont quand même les premiers en première ligne face à la mort, face à tous ces phénomènes qui peuvent se trouver autour de la mort, et on se dit mais c'est quand même fou qu'on en soit encore là, hein, voilà. Enfin, en tout cas pour moi c'est important que les choses avancent, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que depuis quelques années, la psychologie transpersonnelle aussi, hein, il y a des choses qui évoluent, on voit les choses en train de changer, oui. Mais vous savez, pour ce qui concerne justement les EMI ou par exemple les visions de fantômes, etc., enfin, moi qui ai de la famille aussi, qui est dans les professions de santé, que ce soit les infirmières ou les aides-soignantes, il y en a beaucoup qui ont des expériences comme ça et qui évidemment n'en parlent pas aux médecins, mais entre elles se le disent. Par exemple, je connais une jeune femme qui est aide-soignante et l'hôpital où elle était construite sur un cimetière et il y avait des manifestations fantomatiques qui, ça se savait dans les services, quoi. Il y avait des portes qui claquaient, des lumières qui s'allumaient, qui s'éteignaient, etc., des gens
gens, des malades qui avaient des visions de fantômes, entre guillemets. Voilà. Donc, dans les professions médicales, ça se sait, mais les gens le disent à bas bruit, quoi, en quelque sorte. C'est quand même étonnant, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, bon, alors, le sujet des abductions Oui, est encore plus stigmatisé, je dirais, oui, que finalement la vision d'un fantôme ou Fantôme. que, voilà, que d'autres états de conscience modifiés, je dirais. Hein, mais c'est vrai que, bon, voilà, ça évolue, mais il y a une réelle omerta dans les professions médicales. Hein, voilà, moi, quand j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu aux professionnels de santé autour de moi, c'est finalement quand on commence à en parler que les gens viennent vers nous et moi je me suis dit ah mais en fait je suis vraiment pas toute seule. Ouais. C'est ça. Et ben en tout cas je vous remercie vraiment l'une et l'autre voilà hein, de votre participation. Je sais pas si peut-être je vais vous donner la parole à l'une et à l'autre pour faire vos voilà par rapport à tout ce qu'on a abordé faire une petite conclusion. Ouais, je voudrais dire qu'effectivement, je pense que c'est vraiment le moment. Là, il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on en parle. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes, en fait. Je voudrais vraiment que les jeunes soient éveillés à ça. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci. Merci. Isabelle. Alors moi, il y a tout un pan dont on n'a pas parlé, mais on n'a pas le temps de parler de tout. C'est en ce qui concerne l'hypnose régressive, puisque moi je pratique cette hypnose-là. Donc, mais ça demanderait une autre émission parce qu'il y a tellement de choses à dire. L'idée, c'est qu'il y a vraiment des moyens d'explorer voilà cette thématique et d'explorer ces situations. Il y a des moyens, soit effectivement par des souvenirs qui reviennent à la surface avec un déclencheur quelquefois, des souvenirs qui reviennent, soit par de l'hypnose régressive. Alors bon, je ne dis pas que ça donne la vérité, l'hypnose régressive, on aurait l'occasion d'en parler, soit par les groupes de parole. Enfin, il y a des tas de moyens de pouvoir explorer, je dirais, parce que c'est de l'exploration, d'explorer ces thématiques-là sans en avoir peur, en se disant que ça peut faire partie de la vie. Peut-être que nous, on est comme des petites fourmis et que, voilà, par rapport à un monde qui est tellement énorme qu'on ne l'aperçoit même pas, un monde invisible ou un monde en dehors de nos sens. Mais il y a beaucoup à explorer et il y a beaucoup à réfléchir. Et je dois dire que c'est ça qui maintient, qui maintient la jeunesse aussi du cerveau et du cœur, hein, parce que ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Il ne faut pas qu'on se sclérose, il faut vraiment qu'on ouvre. Et comme dit Sandrine, je crois effectivement comme elle qu'on est à un tournant, on est dans quelque chose qui va changer. Enfin, beaucoup de gens ont cette impression-là, mais je pense qu'effectivement, on doit être le plus curieux possible, le plus ouvert possible et ouvrir les portes en grand. Voilà. C'est clair qu'on n'a pas abordé ce côté une fois que l'expérience est intégrée. Il y a tout un champ de réalité qui change et qu'on retrouve finalement dans les différentes expériences, hein, voilà, que ce soit les abductions, les EMI, etc. La personne est vraiment, du coup, avec un cœur immense, ouvert à l'autre, avec un respect de la nature, de l'environnement, etc. Tout ça, finalement, ça se rejoint et c'est, je dirais, finalement peut-être l'essentiel de ces expériences, probablement. Mais pour ça, des fois, il faut des années pour en arriver là. Et d'où l'importance aussi, finalement, d'avoir des endroits déjà pour déposer la parole et aussi peut-être pour se faire accompagner, que ça soit par l'hypnose ou que ça soit par un accompagnement psychologique s'il y a besoin. Oui, ou entre les personnes elles-mêmes. C'est ce qu'on disait par rapport au groupe, c'est-à-dire que le groupe est important. Le groupe est vraiment important là. Surtout, quand on a été des années sans en parler, et dans ce domaine-là, visiblement, les gens restent des années. Déjà peut-être peut-être parce qu'il y a un traumatisme et une amnésie traumatique, peut-être aussi, mais aussi parce que le phénomène est tellement atypique et tellement... ça peut faire tellement penser à de la folie ou à des maladies que effectivement, oui. Oui. Okay.
En tout En tout cas, cas, je vous merci à vous. remercie. Ben, Bah, merci à merci vous. à Audrey. vous, hein, c'est Merci un cadeau de infiniment. vous Ouais. avoir. Et effectivement, on pourrait Ça tombe discuter bien, des ouais, heures, exactement la mais bonne pourquoi période. pas? Oui. Mm. Ok.